Le 8 octobre 1900, dans le township de Saurus, comté d'Essex, Massachusetts, depuis la veille, une pluie d'automne s'était installée sur la côte nord. Une pluie lente, continue, qui transformait les chemins forestiers en bourbiers et effaçait presque les collines de granit derrière des rideaux de brume grise. L'air portait l'odeur de la terre détrempée, des feuilles mortes en décomposition et de la fumée de charbon s'échappant des fermes éparses le long de Forest Street. À 8 heures du soir, la lumière avait depuis longtemps quitté le ciel. Breckhart Farm occupait près de 18 acres à l'extrémité sud d'une forêt privée de 300 acres, entretenue par une association de riches hommes d'affaires de Lynn. La maison se trouvait au bout d'un long chemin de terre, encadré par une grange et une petite forge, dissimulée à la route principale par un mur d'érable et de chêne dont les feuilles commençaient à peine à rougir. L'été, l'endroit avait son charme. En octobre, sous la pluie, sans la moindre lampe allumée aux fenêtres, il donnait l'impression d'avoir été abandonné depuis des années. Le gardien de Breckhart Hill s'appelait George U. Bailey. Un homme robuste, aux épaules larges façonnées par des années de travail à la forge, aux cheveux sombres et au caractère facile lorsqu'il le voulait. Il était arrivé à Saurus 3 ans plus tôt, laissant derrière lui, dans l'État du Maine, une épouse et 6 enfants qu'il ne revendiqua jamais plus. À Saurus, il s'était installé avec une nouvelle compagne, Susie Young. Ensemble, ils avaient obtenu la location de la ferme et un modeste salaire pour l'entretien des camps de chasse. À l'automne 1900, Bailey connaissait les chemins de la forêt assez bien pour les parcourir dans l'obscurité. Chaque matin, il conduisait sa charrette en ville pour livrer du lait. Chaque soir, disait-on, il s'arrêtait à la taverne pour un verre de rhum à la cerise avant de rentrer. C'était un homme d'habitude, prévisible, régulier. Ce soir-là, pourtant, la charrette ne revint pas à l'heure habituelle. La taverne avait fermé, la route était vide, balayée par la pluie. Dans la maison, une lampe brûlait encore. Puis vers 10 heures, elle s'éteignit. George Bailey ne fut jamais revu vivant. Les événements qui conduisirent à cette nuit d'octobre avaient commencé plus de 3 ans auparavant, dans le Maine. Bailey était né à Whitefield, dans le comté de Lincoln. Forgeron de métier, il travaillait à Wiscasset. Il s'était marié 2 fois. Sa première épouse lui avait donné 2 enfants avant de mourir. Il avait ensuite épousé Abby Hilton, avec qui il eut 4 autres enfants. 6 enfants. Un foyer ordinaire en apparence, mais Bailey n'avait pas le tempérament pour le maintenir. Au printemps 1897, il abandonna tout. Sa femme, ses enfants. Il partit avec Susie Young, la demi-sœur de son épouse. Le départ fut brutal. Abby Bailey se retrouva incapable de subvenir seule aux besoins de ses enfants. Ceux-ci furent confiés à différentes familles. Elle trouva finalement du travail comme gouvernante. Daly, lui, ne revint jamais. Il s'installa à Saurus, puis prit la ferme de Breckhart Hill. Susie Young l'accompagnait. Discrète, pragmatique, elle s'adapta sans plainte au travail de la ferme. 1 an plus tard, elle donna naissance à un fils. Ils vivaient à 3. En apparence, rien ne troubla leur existence. Jusqu'au printemps 1900. C'est à ce moment-là que John Courtney Best entra dans leur vie. Best avait 34 ans. Né à Sackville, au Nouveau-Brunswick, il était l'un des 9 enfants d'une famille modeste. Après une scolarité sommaire, il avait travaillé dans des fermes et des usines, suivant les opportunités entre le Canada et le Massachusetts. En 1898, il avait été condamné pour agression et avait purgé 4 mois de détention à Salem. C'était un homme solide, habile au fusil. Dans sa jeunesse, il avait même été récompensé comme tireur d'élite. Mais il buvait. Beaucoup. Par période. Et son comportement devenait alors instable, parfois inquiétant. Susie Young dira plus tard l'avoir entendu affirmer, ivre, qu'il pourrait tuer un homme sans hésitation. En mai 1900, une grève priva Best de travail. Bailey lui proposa alors un emploi à la ferme. L'accord était simple. Best travaillerait aux cultures en échange du gîte, du couvert et d'une part des bénéfices. Il s'installa à Breckhart Hill. Au début, tout sembla fonctionner. En réalité, les tensions apparurent presque aussitôt. Ils travaillaient ensemble, mangeaient ensemble, parcouraient les routes ensemble. De l'extérieur, rien ne distinguait leur relation de celle de 2 ouvriers ordinaires. Mais les rancœurs s'accumulaient. Best reprochait à Bailey sa brutalité envers les animaux
et le non-paiement complet de son dû. Bailey, de son côté, accusait Best de paresse et d'alcoolisme. Pour l'empêcher de dépenser son argent au saloon, Bailey retardait volontairement le paiement de ses salaires. Il limitait aussi ses dépenses pour le matériel. L'effet fut lent, mais certain. Une hostilité silencieuse. Rien n'était dit ouvertement. Rien n'était résolu. La ferme continuait de tourner. Chaque matin, le lait était livré. Les bêtes nourries. Le bois fendu pour l'hiver. Le 27 septembre, Suzy Young quitta la ferme pour rendre visite à sa mère malade à Wiscasset. Elle emmena son fils. Bailey resta. Pour la première fois, Bailey et Best se retrouvèrent seuls, durablement. Les jours passèrent sans incident connu. Le 8 octobre arriva, semblable au précédent. Gris, humide, sans éclat. Le soir, entre 9h40 et 10h moins 20, 2 coups de feu retentirent du côté de la ferme. Anna Hawkes, une voisine âgée, les entendit distinctement. Elle n'y prêta pas attention. À la campagne, ce n'était pas inhabituel. Vers 10h, elle entendit une voiture s'éloigner rapidement. Puis, plus tard dans la nuit, la même voiture revenir. Elle resta couchée, écouta. Puis plus rien. Le lendemain matin, George Bailey avait disparu. John Best se leva comme à l'habitude. Il vaqua à ses tâches. Puis il rendit visite à plusieurs voisins pour demander s'ils avaient vu Bailey. Il disait ne pas l'avoir vue depuis la veille au soir. Quelque chose, dans sa manière, troubla ceux qui l'écoutaient. Ce même jour, un homme remarqua un feu inhabituel près de la ferme. Parmi les débris, un reste brûlé qui ressemblait à une couverture de cheval. 2 jeunes garçons notèrent la disparition de plusieurs objets. Des couvertures, une hache. Aucune alerte officielle ne fut donnée. Les rumeurs circulèrent, comme elles le font toujours. Quelques jours plus tard, un torse humain fut découvert dans un étang voisin, enfermé dans des sacs portant le nom du fournisseur de Bailey. 2 balles dans la poitrine. La police se rendit immédiatement à la ferme. Best accompagna les agents pour identifier le corps. Avant de partir, il but d'un trait une demi-pinte de whisky. Il reconnut les vêtements. Dans l'après-midi, d'autres parties du corps furent retrouvées. L'identification fut confirmée. George Bailey. L'autopsie établit que la mort remontait au soir du 8 octobre. Les tirs avaient été effectués de haut en bas, suggérant que la victime était assise. La mort était due à 2 balles dans la poitrine. Peu de sang sur les lieux du tir. Mais ailleurs, le sang avait dû être abondant. Les soupçons se concentrèrent sur la ferme. Des traces furent retrouvées dans la chambre de Best, sur les murs, sur le sol. Il affirma qu'elles étaient anciennes. Une cartouche fut découverte. Des pierres manquaient d'un mur et correspondaient à celles utilisées pour lester les sacs. Dans une pièce de stockage, Suzy Young signala des traces absentes avant son départ. Le sol semblait avoir été nettoyé avec insistance. La police en tira une conclusion. Le corps avait été démembré là, dans le silence de la nuit, sous la pluie. John Courtney Best fut arrêté. Il ne résista pas. Il ne parla pas. Son procès s'ouvrit en mars. Pendant 11 jours, les témoins défilèrent, les preuves s'accumulèrent. Puis, un témoignage changea tout. William Stiles, son beau-frère, révéla une conversation. Best lui avait demandé de récupérer une montre cachée dans la grange et de la jeter. « Si cette montre est retrouvée, je suis perdu. » La montre fut retrouvée. Elle appartenait à Bailey. Après 6 heures de délibération, le verdict tomba. Coupable de meurtre avec préméditation. La peine de mort. Best resta impassible. Les recours furent rejetés. La sentence confirmée. Le 9 septembre 1902, à minuit 12, il entra dans la salle d'exécution. Sans aide, sans résistance. Il s'assit calmement. N'eut pas de dernier mot. Il mourut à minuit 27. Il avait 37 ans. Dans une lettre, il proclama une dernière fois son innocence. Il écrivit qu'il affronterait la mort avec calme. Il fut enterré dans le Massachusetts. La ferme changea de main. Des années plus tard, elle disparut. Aujourd'hui, Breakheart Reservation est un parc public. Des forêts, des sentiers, des étangs immobiles. Les promeneurs suivent les mêmes chemins, sans savoir que par une nuit de pluie, une charrette a roulé dans l'obscurité
chargé de son secret. Que derrière les arbres, l'eau a reçu ce que personne ne devait voir. Le dossier demeure dans les archives. La ferme n'existe plus. L'étang, lui, est toujours là. Et le vent, dans les feuillages, recouvre le silence d'un lieu où presque plus personne ne se souvient de ce qui s'y est passé.